Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Delahaye, l'ancien directeur général à l'enseignement scolaire, qui publie aux éditions Le Bord de l'eau « L'école n'est pas faite pour les pauvres ». Un titre important, un titre qui dit beaucoup sur un livre qui donne des informations sur la place de notre école dans notre pays. Comment est-ce que l'école a été gérée, comment est-ce qu'elle est regardée par les professionnels de la politique, mais aussi des enseignants, et la façon dont aujourd'hui on peut faire une école réellement pour tous. À tout de suite. Bonjour Jean-Paul Delahaye. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Vous êtes un spécialiste de l'école, de l'éducation scolaire, de tout ce qui fait que nous pouvons penser, réfléchir, écrire, lire. Et vous êtes ancien directeur général de l'enseignement scolaire. Vous avez écrit, je vous reçois aujourd'hui pour ce livre, « L'école n'est pas faite pour les pauvres ». Le titre est très fort, pour une école républicaine et fraternelle aux éditions Le Bord de l'eau. Très récemment, il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, c'est ça ? Voilà. Vous avez écrit Exception consolante, joli titre que vous allez nous expliquer. C'est un récit autobiographique, votre histoire. Vous êtes un transfuge. C'est un mot que l'on entend souvent maintenant dans les débats publics. On comprend que vous êtes passé d'une classe à une autre. Et vous nous racontez avec émotion de quoi il s'agit. Et vous êtes aussi l'auteur d'un rapport important paru en 2015 qui se nomme « Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour une réussite de tous ». Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que vous étiez vraiment un spécialiste de l'école et on en a besoin aujourd'hui. On va parler comme ça de ce qu'est l'école, de la façon dont peut-être le président pourrait évoquer cette question importante et fondamentale de l'école. Mais la première question que je voulais vous poser, l'école nous permet-elle d'être savants ou d'être libres ? En fait, il faut que l'école fasse les deux. Mais si je puis dire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre si on est ignorant, mais ce n'est pas parce que l'on sait des choses qu'on est en capacité d'être totalement libre. En fait, l'importance de l'école et son rôle, sa mission fondamentale, c'est d'émanciper. Et on n'émancipe pas évidemment sur du sable, il faut effectivement des connaissances, des compétences pour pouvoir être citoyen, libre, en capacité de critiquer, de participer à la vie de la société, de pouvoir travailler aussi avec d'autres citoyennes et citoyens qui ne nous ressemblent pas, mais qui peuvent participer aussi à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et donc ça, c'est à l'école de le transmettre, mais encore une fois, sur la base de savoir, sur la base de connaissances. Si j'insiste là-dessus, c'est que, bon, moi, comme vous l'avez dit, je suis un transfuge, donc voilà, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que notre école soit moins inégalitaire. Et on a pu commettre à certains moments des contresens en pensant que pour que les enfants de pauvres soient plus heureux à l'école, il fallait que l'école s'adapte aux enfants de pauvres et peut-être en rabatte sur quelques exigences. Et bien entendu, moi je me suis toujours opposé à cette attitude qui consisterait, puisque ce sont des enfants en difficulté, dont les parents sont pauvres, eh bien on va faire une école qui sera d'une certaine manière appauvrie dans ses contenus. Et donc ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Oui. Il faut la même exigence pour l'ensemble des enfants, parce qu'on ne peut pas émanciper des citoyens avec des connaissances au rabais. On a l'idée d'une trilogie, on le disait en préparant cette émission. Vous l'avez fait dans ce sens-là, le rapport en 2015, le livre qui raconte votre histoire il y a quelques mois, et aujourd'hui un livre très documenté. Là, c'est un récit, mais ici, c'est un livre très documenté avec des chiffres. On parle de l'Europe, de l'OCDE, la façon dont la France gère ses élèves. Donc c'est un livre vraiment d'explication sur c'est un état des lieux très clairement. Vous l'avez pensé comme ça pour pouvoir justement dire ce que parfois on ne dit pas souvent. Ce que vous venez de dire là, c'est que l'école parfois est pensée pour essayer de convenir finalement à très peu de nombre. En fait, il n'y a pas 50 choses à savoir sur l'état de notre école aujourd'hui. Nous sommes dans le système éducatif français, il y a un grand écart. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça vient de loin. On a une partie de nos élèves qui réussit très bien. Dans les évaluations internationales, on a 50% de nos élèves qui sont parmi les meilleurs élèves du monde, massivement issus des classes moyennes et des classes favorisées. Et quand je parle de grand écart, ça veut dire qu'à l'autre bout, vous avez 20 à 25% d'élèves qui sont en très très grande difficulté, qui dans les classements internationaux sont vraiment au fond, et c'est massivement des enfants en milieu populaire. Ouais. Et donc, quand je dis qu'il n'y a pas 50 choses à savoir sur le système éducatif français, c'est qu'en fait, nous sommes un des pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Et donc c'est ça qui est absolument insupportable dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de liberté, égalité, fraternité, de voir qu'on n'est pas fichu, en fait, de faire réussir tous les enfants
quel que soit leur milieu d'origine. Et ça, c'est une spécificité française. En fait, notre système éducatif, quand on regarde un peu son histoire, il n'a pas été conçu pour faire réussir tous les enfants. C'est terrible de dire ça. Hein. Oui, c'est vrai. Il a été conçu pour trier et pour sélectionner une, et je mets plein de guillemets, élite, qui ensuite sera en capacité de porter le pays au plus haut niveau qu'il soit. Donc oui, ça c'est ma préoccupation, et quand j'ai quitté mes fonctions de directeur général en 2014, j'ai souhaité recevoir une mission, c'est ce que le ministre Benoît Hamon et la ministre Najat Vallaud-Belkacem ont fait, une mission sur l'état de notre système éducatif sous l'angle grande pauvreté et réussite scolaire. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce que l'on est dans un système où on met toute la solidarité nécessaire pour la réussite de tous les enfants? Et donc mon rapport de 2015 décrit par le menu les difficultés rencontrées par une partie de la population pour que ces enfants réussissent bien, et également les pistes pédagogiques qu'il serait possible d'emprunter pour qu'on ne soit plus dans cette fatalité d'échec des enfants de milieux populaires. Et en faisant ce rapport de 2015, eh ben, je me suis revu, moi. Oui, voilà. Je me suis revu, le lien est là. Le lien est là. Je me suis revu 60 ans plus tôt, enfant d'une maman, femme de ménage, ouvrière agricole, qui a élevé seule 5 enfants, sans pension alimentaire. Aujourd'hui, ça ne serait plus le cas. Heureusement, les choses ont progressé. Et qui, donc, s'est saignée aux 80, comme elle disait, pour que ses enfants puissent faire des études. Et moi, j'ai pu faire des études. Enfant du peuple, enfant d'une femme de ménage. Je suis entré dans un lycée pour bourgeois, à Abbeville, dans le département de la Somme, où j'étais avec quelques autres camarades, quelques exceptions, quelques boursiers. Donc le titre exception. Voilà le titre. Et pourquoi exception consolante? Eh bien, ça, c'est une expression utilisée par Ferdinand Buisson, le grand collaborateur de Jules Ferry, qui a porté les réformes sur l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque auprès de Jules Ferry. Et ils savaient bien, les républicains de la Troisième République, que le système qu'ils avaient conçu était un formidable progrès pour les enfants du peuple. Quand même, c'était pas rien, l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque. Mais enfin, c'était un système uniquement pour les enfants du peuple, l'école primaire pour le peuple. Alors, où étaient scolarisés les autres? Les autres, ils étaient scolarisés ailleurs, dans une école qui n'était pas gratuite, qu'on appelait le lycée. Alors, le lycée, pas comme aujourd'hui seulement, mais dans ce lycée, il y avait des classes maternelles, élémentaires, de collège, de lycée. Un bel ensemble, uniquement des enfants de bourgeois, payants. On ne le sait pas, mais le lycée est resté payant en France jusqu'en 1930, quand même. Et donc, on laissait quand même entrer, sous la Troisième République et après, quelques boursiers dans cette école de bourgeois, des exceptions. Et comme Ferdinand Buisson, il avait de l'humour et qu'il savait bien que leur système était certes un progrès, mais n'était pas encore parfait, exception consolante, c'est quelques boursiers parce que, disait-il, ça nous console, nous, les favorisés, de l'injustice que nous avons laissée quand même dans la société. Des exceptions consolantes. En fait, moi, en tant qu'exception consolante, je n'ai jamais été consolé. Je suis inconsolable de ce point de vue parce que je n'ai jamais permis qu'on se serve de moi comme d'un alibi. Regardez-lui, il a réussi, quand on veut, on peut, les autres n'ont encore en faire autant. En fait, on renvoie les gens en faisant cela à leur propre responsabilité, alors que si les pauvres ne réussissent pas autant qu'on le souhaiterait aujourd'hui, c'est pas parce que dans leur cerveau il y a quelque chose qui les empêche d'apprendre. C'est bien entendu parce qu'au sein de la société, on n'a pas fait les efforts nécessaires pour qu'il y ait cette égalité dans l'offre de formation, l'égalité en droit. Moi, je ne parle jamais d'égalité des chances, parce que l'égalité des chances, il y a la loterie nationale pour ça. Très bien. Donc, c'est l'égalité en droit, et je pense qu'aujourd'hui, tous les enfants de ce pays ne sont pas encore en égalité en droit en matière d'éducation. Oui, alors que le taux de scolarité est important dans notre pays, on se rend bien compte de la différence et du fait que rien n'est fait pour qu'on puisse avoir tous accès à un avenir prometteur, en tout cas avec une possibilité d'égalité des chances. Alors, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Voilà, je pense qu'il faut qu'on ait un jugement équilibré. Notre école n'a quand même pas à rougir complètement de ce qu'elle a fait, heureusement, depuis une quarantaine d'années. Si aujourd'hui,
on est à plus de 80% d'une classe d'âge avec le baccalauréat, c'est qu'il n'y a pas que des enfants bourgeois qui ont le baccalauréat aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus d'enfants de pauvres, et c'est heureux parce qu'il n'y a pas de fatalité à leur échec, qui ont été finalement, qui ont été accompagnés dans la massification d'enseignement secondaire, dans la démocratisation. Donc voilà, heureusement notre école, et je dirais, sans l'école, les inégalités seraient encore bien pires. Le grand, oui. Simplement, les inégalités se sont déplacées d'une certaine manière. Quand on dit plus de 80% d'une classe d'âge a le baccalauréat, c'est vrai, mais ça n'est pas le même baccalauréat pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je passe le baccalauréat en 1970, je ne peux, en tant qu'enfant de pauvre, boursier, exception consolante, je ne peux passer qu'un baccalauréat général. Il n'y a que celui-là qui existe. Donc, quand on est un enfant de pauvre et qu'on passe le bac en 70, on est avec tous les autres. D'accord. Il y a de la mixité sociale, alors très petite, parce que ce n'est que quelques exceptions. Hein. Les autres sont restés à l'école primaire, hein, ou sont allés passer un CAP. Et en 65, le général de Gaulle, il a eu raison, il crée un baccalauréat technologique, parce qu'il s'aperçoit que la société, l'économie française, après la Deuxième Guerre mondiale, on a besoin de personnel qui ont une compétence plus élevée, technologique. Donc on crée un baccalauréat technologique avec une filière tertiaire, une filière industrielle. C'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs ça permet d'augmenter le nombre de bacheliers. C'est un peu moins une bonne nouvelle pour les enfants des pauvres, parce que c'est surtout eux qu'on va envoyer au baccalauréat technologique. Les enfants de bourgeois, eux, vont rester dans la filière générale. En 1985, on crée un baccalauréat professionnel sous Jean-Pierre Chevènement, formidable nouvelle pour notre économie. J'ai été inspecteur d'académie dans le Bas-Rhin en 1991, 92, 93, au moment où arrivaient les premiers bacheliers professionnels. Et je peux vous dire que nos voisins de l'autre côté du Rhin, les usines Mercedes nous prenaient nos bacheliers professionnels dès qu'ils avaient achevé leur formation, parce que c'est un chaînon manquant en Allemagne. Donc c'était une très très bonne idée pour avoir ce qu'on appelait sous la Troisième République les sous-officiers de l'industrie, c'est-à-dire des personnes en capacité de maîtriser évidemment leur art professionnel, mais aussi de diriger des équipes, d'organiser le travail. On avait besoin de cela, et donc le bac pro, ça a été de ce point de vue, c'est aujourd'hui encore une excellente voie de formation. Un peu moins mauvaise, un peu moins bonne nouvelle pour les enfants de milieu populaire, c'est que c'est eux qu'on a envoyés majoritairement dans le bac professionnel. Autrement dit, ces créations de bacs successifs, bac technologique, bac pro, globalement, ça a été très très bien. Voilà, personne aujourd'hui ne songerait à les remettre en cause. Mais ça a permis, qu'elles le veuillent ou non, de façon implicite ou explicite, ça a permis aux classes favorisées de se réserver d'une certaine manière la filière générale. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop long, mais aujourd'hui, 75% des enfants de cadres et d'enseignants passent un baccalauréat général. 70% des enfants d'ouvriers passent un baccalauréat technologique et professionnel. Et en ne valorisant pas du tout cette filière depuis 30 ans, on entend que ce n'est pas forcément très valorisant, glorifiant d'aller... On n'arrête pas de valoriser l'enseignement professionnel de gouvernement en gouvernement, mais si possible pour les enfants des autres. Voilà, c'est d'un cynisme fou. Oui, alors parce que c'est important, vous le dites bien. Bien sûr, alors que c'est une voie formidable de formation, de promotion, et il n'y a aucune raison de la réserver qu'aux enfants du peuple. Et à quoi c'est dû cette idée que le professionnel est moins intéressant que de... Est-ce que c'est notre histoire française, amoureux de la conversation, avec un cadre élitiste important ? À quoi c'est dû qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à comprendre. Ça rentre un peu plus dans les conversations, que finalement le bac professionnel n'est plus une honte. Mais pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Oui, ça vient de notre histoire, ça vient de la conception que nous avons. Et alors on ne va pas se flageller, on est tous collectivement responsables, et ça vient de très très loin. Que effectivement la réussite, on pourrait mettre plein de guillemets à réussite, c'est une réussite dans les disciplines littéraires, scientifiques, entre guillemets, noble. Et on a conçu l'architecture de notre système éducatif de cette manière. Et chaque fois qu'on a essayé d'enfoncer un peu un coin pour enseigner autre chose, on s'est heurté à d'énormes difficultés. Je vais juste vous prendre un exemple. Quand René Haby crée le collège unique en 1975, il le fait en rassemblant des filières qui auparavant étaient distinctes. Avant René Haby, avant 1975, il y avait 3 filières après l'école primaire.
une filière qui conduisait directement au travail, et une filière qui conduisait à un diplôme de 2 années après la 3e, des études courtes, et puis une filière qui conduisait à la voie générale, au baccalauréat et aux études supérieures. Et donc c'était des enfants différents. Et René Haby a l'intuition très bonne qu'en rassemblant au même endroit, au collège unique, ces 3 filières, dans des classes de 6e hétérogènes, on allait élever le niveau de formation de la population, sans nuire évidemment à celles et ceux qui se destinaient classiquement à la voie générale. Et René Haby, il laisse dans les programmes de collège de cette époque des enseignements qui permettaient précisément à chaque élève de se dire, bah oui, le collège qui m'accueille, il a aussi été pensé pour moi. Et donc, il y avait du travail manuel, par exemple, dans le collège, encore en 1977. Moi, j'ai un petit peu d'ancienneté dans le système éducatif. J'ai commencé ma carrière comme professeur de lettres, histoire, géographie au collège en 1973, avant le collège Haby, et j'ai connu le collège ensuite sous la forme Haby. Et j'ai vu disparaître en 77, 78, 79, 80, tout ce qui ne conduisait pas à la filière générale. Et donc on a enlevé le travail manuel, on l'a remplacé par une technologie, un enseignement technologique beaucoup plus abstrait. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et comme on a conservé donc au collège unique que finalement ce qui permet d'aller en seconde générale, les élèves qui pour des raisons différentes pourraient ne pas être adaptés à l'enseignement général ou ne pas vouloir y aller, finalement ces élèves-là, on les sort de la filière générale et on les envoie en technologique, on les envoie en professionnel. C'est-à-dire, en fait, ce sont des orientations trop souvent par défaut. Alors que si on était en capacité, au collège dit unique, qui ne l'est pas encore, de faire une formation qui soit réellement commune à l'ensemble des futurs citoyens, à partir de cette formation commune, fin de 3e, on peut après avoir des formations d'égale dignité qui sont différentes, technologiques, professionnelles, générales. Mais comme on fait du collège une instance de tri, de fait, et de sélection, vous avez immanquablement des orientations en enseignement professionnel qui sont des orientations par défaut, ce qui est abominable, parce que ça devrait être des orientations positives, parce que c'est positif d'aller dans l'enseignement professionnel. Exactement. Mais dans mon rapport en 2015, dans le chapitre orientation, parce que c'est un vrai sujet, j'ai demandé à un inspecteur de l'orientation du département de la Somme de me faire une étude sur les décisions de conseil de classe après la 3e. Et pour faire cette étude, je lui ai dit, prenez-moi tous les élèves de 3e qui ont passé le brevet des collèges en 2014, donc la session 2014, et sortez-moi les élèves qui ont obtenu juste 10 aux épreuves terminales. Pas le contrôle continu, mais les épreuves terminales. Donc il m'a sorti la liste de tous les élèves qui avaient obtenu 10 aux épreuves terminales. 10, c'est pas glorieux, c'est pas affamant, c'est la moyenne. Et que deviennent ces élèves dans les décisions d'orientation selon l'origine sociale? Et là, ce qui apparaît, mais alors cette étude de la Somme ne fait que confirmer ce que l'on savait par ailleurs, malheureusement. Vous avez 10, vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous avez 10 aux épreuves terminales, vous êtes de milieu populaire, on va étudier le cas en conseil des classes, on va se dire, on va quand même pas prendre de risques. On va proposer une orientation dans l'enseignement professionnel. Ah oui, on présuppose. Vous avez 10, le même 10, exactement la même note, mais classe moyenne ou classe favorisée, en conseil de classe, et je ne jette pas la pierre au professeur, parce que c'est un mécanisme. C'est un mécanisme, c'est un réflexe maintenant. Ah, c'est pas formidable, 10, mais on va quand même tenter. Est-ce qu'ils se disent alors, parce que ce qui est très important là, c'est que vous parlez vraiment de milieux sociaux, culturels et économiques, et non pas d'ethnie. Et c'est important parce que ça veut aussi dire que tout le monde est à peu près traité de la même manière dès l'instant où l'appui familial supposé n'est pas là ou est là. Est-ce que les professeurs se font cette idée de dire alors un 10 dans une classe socio-économique moindre n'aura peut-être pas autour de lui la possibilité d'avoir un professeur en plus de l'école, les finances ne seront pas là, les parents ne seront pas là pour suivre, alors on ne va pas surinvestir sur un enfant qui ne sera pas aidé à la maison. Est-ce que c'est vraiment le choix qui s'opère dans leur esprit ?
C'est possible que ça soit présent effectivement dans leur esprit, parce que nos enseignants ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Et moi, dans mon rapport et dans mon livre, je rends hommage à ces enseignants qui sont en zone rurale comme en zone urbaine, confrontés à des populations qui sont en très grande difficulté. Et donc nos enseignants voient bien que quand on est de milieu modeste ou pauvre et qu'on n'a pas des conditions de logement favorables, comment est-ce que le soir, en rentrant chez soi, on peut faire vivre dans sa maison ce que l'on a appris dans la journée à l'école ? Moi, je n'avais pas la possibilité de faire mes devoirs chez moi, de faire mon travail personnel. Et ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est d'être interne. Et ma mère a voulu que je sois interne parce qu'elle savait bien que nos conditions de logement étaient défavorables. Comment est-ce qu'on peut bien apprendre quand on n'est pas bien nourri ? Nos enseignants, encore une fois, ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas aveugles. Ils voient bien qu'il y a des gamins qui quittent l'école primaire à midi et qui reviennent à la grille de l'école à 12h30. Ils ne sont pas restés longtemps chez eux, ils n'ont pas sans doute mangé. Moi, j'ai encore en mémoire ce chef de cuisine dans un lycée professionnel, c'était à Grenoble, et qui me dit, moi, le lundi midi, je charge certaines assiettes parce que je sais que le week-end n'a pas été facile pour certains élèves. Le vendredi, je ferme les yeux quand ils mettent beaucoup de pain dans le cartable. Comment est-ce que vous pouvez apprendre sereinement quand vous êtes mal soigné ? On a un système de santé qui tient la route, encore que la crise sanitaire a montré quand même que notre hôpital avait considérablement souffert ces dernières années. Mais les élèves dont on est en train de parler, là, ils ont des difficultés d'accéder aux soins en zone rurale. C'est pour des raisons de distance, de délai pour avoir des rendez-vous. Dans les écoles de l'éducation prioritaire, je pense à une école que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, on me dit que 40% des caries dentaires ne sont pas soignés. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre sereinement quand ses parents n'ont pas d'argent pour payer les fournitures scolaires, la sortie scolaire La sortie scolaire. Moi, j'ai connu cette humiliation vécue à hauteur d'adolescent quand mes copains partent en Angleterre et que moi, je reste dans la cour de récréation parce que ma mère ne peut pas payer le voyage. Donc, les enseignants, ils savent cela. Ils savent qu'il y a des conditions qui ne sont pas favorables. Et alors, on ne parle pas là d'une petite minorité. Nous avons 20% de nos élèves aujourd'hui. Les chiffres sont incroyables. 20% de nos élèves qui vivent dans des familles connaissant la pauvreté et on en a 12% qui vivent dans des familles connaissant la très grande pauvreté. Donc c'est pas, on n'est pas là sur des petits effectifs. Donc en effet, nos enseignants peuvent avoir cette idée que voilà, c'est peut-être envoyé au casse-pipe tel ou tel élève parce qu'il n'aura pas les conditions matérielles pour réussir. Mais ça pourrait ne pas être comme ça. J'adore votre phrase. Ça pourrait ne pas être comme ça. Revenons un instant sur les devoirs. Oui. Les devoirs à la maison, le travail personnel, parce que c'est un moment où les inégalités se creusent. Les inégalités peuvent se creuser à l'école quand on n'acquiert pas les connaissances, mais quand on n'a pas possibilité d'apprendre ses leçons convenablement ou de faire ses devoirs convenablement, les écarts se creusent là aussi. On n'est pas à la hauteur là-dessus. On sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette possibilité d'être accompagnés chez eux le soir. Mais on n'est pas à la hauteur dans ce que l'école, en tant que service public d'éducation, ce que la nation devrait proposer à l'ensemble des enfants. Je vais juste vous prendre un exemple. L'accompagnement éducatif, alors dans notre jargon on appelle ça accompagnement éducatif, c'est ce qui se passe après la classe, en éducation prioritaire notamment. L'accompagnement éducatif, c'est des profs, des assistants d'éducation qui sont volontaires, on les paye en heures supplémentaires et ils font de l'aide aux devoirs après la classe et donc ça se passe très bien, sauf que on n'y dépense pas les sommes qu'il faudrait. Je vais juste vous donner un chiffre. Alors le chiffre n'est pas de moi, il est de la Cour des comptes qui a fait une évaluation sur l'éducation prioritaire en 2018 et ils ont montré, les magistrats de la Cour des comptes, qu'on dépense 32 millions d'euros pour 1,7 million d'élèves qui relèvent de l'éducation prioritaire. J'ai fait la division pour vous, ça fait 18,80 € par an et par élève. Bon, on est loin du compte. C'est un budget sous contrainte. Et comme j'ai mauvais esprit et que j'ai été effectivement directeur général de l'enseignement scolaire, donc être directeur général de l'enseignement scolaire, c'est monter dans la voiture et puis soulever le capot et regarder comment le moteur fonctionne et où arrive l'essence. L'essence, en l'occurrence, l'argent. Il y a un accompagnement éducatif qui ne fait pas l'objet, lui, de restrictions budgétaires. C'est l'accompagnement éducatif proposé aux étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles. Sous la forme d'aide à la préparation des concours, des tout petits groupes d'élèves avec des professeurs ultra chevronnés qui préparent les concours, qui révisent les leçons, qui révisent les connaissances, qui révisent les compétences. C'est ce qu'on appelle des heures de colle. C'est pas du tout des heures de punition, mais ça s'appelle comme cela. Ils ne sont pas 1,7 million, eux, les étudiants de classe prépa, ils sont 87 000.
on ne dépense pas 32 millions d'euros, pour eux, on en dépense 70. J'ai fait la division pour vous, ça fait 840 euros par an et par étudiant. 45 fois plus que pour les élèves de l'éducation prioritaire. On n'est pas au niveau. C'est dans notre ADN, c'est pas possible. Quand on entend vos chiffres, on a envie de se dire bon, allez, on arrête tout, on éteint les lumières là, c'est fini, Donc, on n'y arrivera pas. On peut simplement se poser la question en tant que citoyennes et citoyens, qui sont les assistés dans ce pays? Oui, voilà. Qui sont les assistés? Exactement. Est-ce qu'on n'est pas dans une solidarité à l'envers où les sacrifices effectués par les plus démunis servent à préserver les privilèges de certains? Alors, la question, ce n'est pas qu'une question de moyens. Je reste juste encore un instant sur les devoirs à la maison et sur le travail personnel. On a tendance ces dernières années, et encore une fois, personne n'est coupable personnellement, donc moi je ne suis pas là ici pour asséner des leçons, mais le système est ainsi fait qu'on a eu tendance dans ce pays à externaliser, donc à confier en dehors de l'école, donc aux familles, des activités de travail personnel qui sont de plus en plus des activités pédagogiques et qui ne sont pas simplement des activités de répétition. Réviser sa leçon, refaire le même exercice, à la limite, tous les parents peuvent surveiller leurs enfants. Mais quand il s'agit de faire de la recherche documentaire, quand il s'agit de préparer une leçon que fera le professeur dans 2 jours, on est là dans des compétences qui sont strictement des compétences scolaires et on n'a pas à les demander aux parents. Et c'est là qu'on met à inégalité les familles. Alors il y a des familles, entre parenthèses, les familles de milieu populaire ont montré pendant la crise sanitaire qu'elles étaient extrêmement attachées au suivi du travail de leurs enfants. Et elles n'ont pas toujours les possibilités. Les ressources, mais on a vu beaucoup de familles populaires venir taper à la porte des établissements pour dire on ne comprend pas l'exercice, expliquez-nous, on veut aider nos enfants. Bon. Et on a des familles qui, elles, n'ont pas de problème parce que, bon, il y a les ordinateurs, ce qu'il faut à la maison. Vous aurez remarqué que dans les reportages télévisés au moment du confinement, chaque fois qu'on allait dans une famille pour voir comment ça se passait les devoirs à la maison, comme par hasard, il y avait un petit bureau pour l'enfant, il avait son ordinateur, pendant que les parents étaient en télétravail, ils avaient aussi leur ordinateur, tout allait très bien. On n'est jamais allé à Aubervilliers, à Pantin. Oui, la fracture numérique est moins présente dans certains endroits. On a 24%, ça c'est l'UNICEF qui a donné le chiffre, on a 24% des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'outils informatiques pour faire leurs devoirs, pour faire la continuité pédagogique. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont des smartphones, hein, mais ils n'ont pas ces outils. Oui, bien sûr. Et puis on a des familles qui ont suffisamment les moyens pour ce travail personnel, pour cette aide aux devoirs, ont la possibilité de recourir à ces officines de soutien privé qui font fortune, hein, elles sont cotées en bourse. Mais comme c'est de l'aide à la personne, ce sont des activités qui sont déductibles fiscalement. Et j'ai fait faire le compte à l'occasion de mon rapport en 2015. Nous nous privons, nous, hein, collectivement, nous les citoyens, nous nous privons de 300 millions d'euros de recettes fiscales liées à cette déduction, cette exonération fiscale liée aux cours privés. 300 millions d'euros. Vous vous souvenez des 32 malheureux millions d'euros pour l'éducation ? Et des 18 euros par an et par élève. Ça marque. Millions. Donc on ne sait pas trouver plus de 32 millions d'euros pour l'aide au travail personnel en éducation prioritaire, mais on sait les trouver pour l'aide au soutien scolaire privé. Voilà. Donc c'est une façon de dire que nous ne faisons certainement pas tous les efforts nécessaires pour mettre tous les enfants à égalité en droit. Oui, loin de là. Et on voit bien que dans la campagne qui nous a occupés ces derniers mois, l'école n'a pas été une question prépondérante vers la fin de la campagne, plus ou moins. Comment est-ce qu'on peut imaginer les 5 prochaines années de la part d'un jeune président qui finalement l'école c'est pas si loin que ça quand on regarde au regard de son âge, mais surtout parce qu'il en a parlé quand même sur par exemple le remplacement des professeurs obligatoires. Est-ce qu'on va dans le bon sens au regard de ce que vous venez de nous dire là? On a le sentiment d'un statu quo, de quelque chose qui ne pourra pas bouger, comme si cette école n'était pas réformable presque par volonté. Est-ce que là on a le sentiment, ou vous avez le sentiment que ça peut changer un petit peu? Alors, on ne peut pas dire que l'école n'est pas réformable par volonté. Je dis exprès par provocation. Bien sûr, je comprends. Ce que l'on peut dire, peut-être plus sûrement, c'est qu'il y a une partie de nos concitoyennes et concitoyens dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui et qui n'ont pas envie que ça change. Et si on voulait être un tout petit peu provocant, on pourrait dire que ces citoyennes et ces citoyens, vous les trouvez sur l'ensemble de l'échiquier politique. C'est-à-dire que sur certains sujets majeurs d'éducation, le clivage, il n'est pas un clivage droite-gauche. Il est entre les citoyennes et les citoyens pour lesquels ça va bien comme ça,
et puis les autres, mais les autres, ils n'ont pas voix au chapitre, ils ne pèsent pas sur les politiques publiques. Où sont les ouvriers à l'Assemblée nationale, au Sénat, où sont les représentants des milieux populaires, même dans les fédérations de parents d'élèves, il y a, qui sont plutôt représentatives des classes moyennes. Donc, on ne parviendra pas à réformer fondamentalement notre école si, et certains candidats en avaient porté l'idée, on ne parvient pas à poser calmement, sereinement au sein de la société un diagnostic partagé sur l'état du système éducatif. Ce que vous faites très bien. Voilà, il faut prendre le temps, prenons le temps. Qu'est-ce qui va? Parce qu'il y a des choses qui vont bien. Hein. Bien sûr, vous le dites. Ça ne fait pas 4 millions de pages, on est d'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas dans notre système éducatif? Et à partir de ce diagnostic partagé par la population, on essaie de construire un consensus qui dépasse les clivages politiques et qui permette à une nation comme la nôtre, qu'on est capable quand même, de se fixer 3, 4 grands objectifs et on s'y tient et on s'engage à s'y tenir quelles que soient les alternances politiques. Et parmi ces objectifs auxquels il faut se tenir, et donc je réponds là un petit peu à votre question et ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles et les résultats qui ont été obtenus, c'est que, 1, on ne fera rien de solide si on ne réinstalle pas les enseignants dans leur dignité, dans leur légitimité. On a des enseignants qui sont fatigués, qui sont souvent désorientés, précisément parce que comme on est infichu de se fixer des objectifs sur de la longue durée, chaque ministre voulant imposer sa marque, sa réforme, les enseignants en ont assez de cette valse des réformes. Donc il faut les laisser souffler, il faut les revaloriser. Et moi, je pense qu'il faut les revaloriser sans condition dans un premier temps, parce qu'à ce niveau atteint par les rémunérations de nos enseignants qui sont indignes d'un pays comme le nôtre, c'est pas la peine de mettre des conditions. Après, une fois que l'on a posé cette revalorisation à minima, il n'est pas illégitime de poser la question des conditions de travail, de l'organisation du travail des enseignants. Ça, je n'en disconviens pas, mais il y a quand même un minimum à faire auparavant, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis après, parmi les grands objectifs auxquels il faut se tenir, s'agissant de nos élèves, et particulièrement de ceux qui sont le plus en difficulté, c'est de commencer par le commencement. C'est de donner une vraie priorité, enfin, à notre école primaire. Ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps dans notre système éducatif. La priorité à l'école primaire, elle est en place maintenant, mais sans qu'on ait mis encore les moyens nécessaires depuis 2013, et puis ça a été reconduit en 2017, donc tout ça va plutôt dans le bon sens, parce qu'on a pris conscience que nous dépensons en gros 10% de moins que nos voisins européens pour notre école primaire, mais on dépense plus de 30% de plus que nos voisins européens pour notre lycée. On marche sur la tête. Oui, il faudrait le faire à l'envers. On fait des économies. Il faudrait faire à l'endroit. Voilà. Il faudrait faire dans le bon sens, c'est-à-dire, on met le paquet sur l'école primaire, parce que c'est là que tout se joue, bien entendu. Il n'y aurait pas de telles inégalités dans le système éducatif par la suite si on avait bien pris toute la mesure de l'importance que cela a pour tous les enfants en général, mais pour les enfants des milieux modestes en particulier, d'asseoir la lecture, l'écriture, les mathématiques, parce que sinon, il n'y a rien qui soit possible ensuite. Je voulais vous parler des programmes. La laïcité, ma génération, j'ai le sentiment qu'à l'école, c'est un mot qui était dans la réflexion commune, mais vraiment pas expliqué. La démocratie, il y a une très belle phrase de Saint-Exupéry dans votre livre, page 139, qui dit qu'une démocratie doit être une fraternité, sinon elle est une imposture. Sinon c'est une imposture. Donc des valeurs très fortes comme ça qui doivent être aussi apprises à l'école. L'histoire, la grande histoire, sans cacher d'endroits particuliers qui peuvent faire honte à une partie de notre histoire française. Ça aussi c'est important, peut-être lire, écrire, compter, mais penser aussi. L'école doit servir à ça, grâce au programme. J'ai commencé par le lire, écrire, compter, parce que c'est la base de tout, mais ça n'est pas tout. Oui, voilà. Ça n'est pas tout. Oui. Et d'ailleurs, les Républicains, dès le début, Jules Ferry lui-même disait que la supériorité de l'école de la République, celle qu'il était en train de fonder, c'était précisément qu'elle allait plus loin que le lire, écrire, compter, qui était l'apanage d'un système conservateur, monarchique, d'avant la République. Et bien entendu,
un citoyen, ça doit être un citoyen complet, c'est un citoyen qui maîtrise pas seulement ce qu'on appelle les fondamentaux, mais qui a les aptitudes fondamentales pour entrer dans les apprentissages et pour entrer dans les connaissances. Donc vous avez parfaitement raison. Et donc toutes les disciplines concourent à la formation du citoyen. Vous parlez de la laïcité. Alors c'est un sujet que je connais un petit peu, puisque auprès de Vincent Payon et sous l'autorité de Vincent Payon, on a par exemple installé la charte de la laïcité à l'école en 2013. Et puis j'ai présidé le comité national d'action laïque en 2018. Et quand on a fait avec l'IFOP cette grande enquête sur la laïcité à l'école, les enseignants ont la parole, et alors là on s'est aperçu que les enseignants, pour 75% d'entre eux, n'avaient jamais dans leur formation initiale entendu parler de la laïcité. Incroyable. Et 96% n'avaient jamais bénéficié de formation continue sur ce sujet de la laïcité. Et donc, depuis 2013, la charte de la laïcité, 2015, et puis après 2017, les ministres s'y sont tous mis. C'est pour ça que de temps en temps, on peut avoir un petit peu d'espoir, parce que il n'y a pas que des discontinuités. De temps en temps, il y a quelques continuités dans notre pays, et heureusement. Et je crois que sur la question laïque, depuis Vincent Payon, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Michel Blanquer, il y a une forme de continuité. Parfois, on n'ose pas le dire, parce que parfois, on a un peu de difficulté à penser que ce qui a été fait avant est nécessairement mauvais. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, l'an 1 de l'école, c'est depuis que je suis ministre. Donc, ce n'est pas exactement comme ça que ça peut se passer. Et donc, la laïcité, c'est un sujet, alors surtout parce que nous avons vécu des drames, parce que nous ne devons pas lâcher prise sur le sujet. On ne peut pas, évidemment, ne pas penser à Samuel Paty. Donc, bien entendu, c'est un sujet qui doit faire nécessairement consensus. Et on a parlé de Jules Ferry, de Charlemagne. On entend souvent ces noms-là quand il faut parler de l'école. Vous avez cité d'autres noms qui ont permis une avancée autour de la réflexion et de l'école. Est-ce qu'il y a comme ça deux personnes qui, depuis l'histoire de l'école, a vraiment apporté son lot pour qu'elle évolue, pour sortir un peu de ces fameux deux noms qu'on connaît, surtout grâce à une chanson populaire très célèbre, Charlemagne. Mais voilà, déjà, c'était pas la même école, Charlemagne. Et Ferry, c'était pas du tout la même école. Il y avait une école plutôt religieuse, pour apprendre la Bible. Et puis voilà, Ferry, c'était une autre histoire, plus pour le peuple. Oui, et puis une école qui émancipe. Qui émancipait. Non, alors parmi les personnalités dont on peut parler, alors il y a des gens, alors je vais répondre à votre question, mais il y a aussi des anonymes. Après la guerre 14-18, par exemple, il y a eu un mouvement d'enseignants, ils se sont appelés les compagnons de l'Université Nouvelle. Ils ont été oubliés. Bon, moi je suis un peu historien de l'éducation, donc je les connais. Et ces compagnons de l'Université Nouvelle, vous aviez des profs d'université, des profs de lycée, des profs, des instituteurs, pardon, et ils ont eu cette idée absolument géniale. Nous étions ensemble dans les tranchées. Nous, les bourgeois et le peuple, on était ensemble dans les tranchées. Il faut que nos enfants soient ensemble sur les mêmes bancs de la même école. Ah, c'est beau. Donc, ils étaient pour l'école unique. Il n'y a rien eu de fait. Il n'y a rien eu de fait dans les années 20-30, parce qu'il y avait deux oppositions. Il y avait les conservateurs qui disaient ça va être du communisme intellectuel si on met tout le monde dans la même école. Communisme intellectuel. Et puis vous avez les anarcho-syndicalistes de l'extrême gauche qui ne voulaient pas que les enfants du peuple soient mélangés avec les enfants bourgeois, parce qu'il ne fallait pas enlever à l'élite, au monde ouvrier son élite. Il fallait pas. Voilà. Et donc ça ne s'est pas fait. Alors parmi les personnalités dont il faut parler, c'est Jean Zay. Jean Zay, Front populaire, 1936. Lui, il compte parmi ceux qui ont essayé de faire en sorte qu'après l'école primaire, on puisse avoir un niveau d'enseignement, alors ça ne s'appelle pas encore le collège comme on l'appelle aujourd'hui, mais qui rassemblerait tous les enfants, quels qu'ils soient, avec un tronc commun minimum. Et Jean Zay essaye. Il essaye de faire, par exemple, que la classe de 6e soit une classe où on enseigne tout, mais pas de latin, parce que le latin, ça peut être un clivage. Donc, on fait, et ce n'est qu'à la fin de la 6e qu'on enseignerait le latin. Donc, c'était une très très belle idée, sauf que même lui, il n'y parvient pas, et que toute assemblée du Front populaire qu'elle soit, eh bien, il ne parvient pas à cela, et il parvient tout juste à faire en sorte que le premier trimestre de 6e soit un premier trimestre un peu général, tronc commun, et que le latin commence uniquement au mois de janvier de l'année de 6e. Donc Jean Zay est quelqu'un de très très important, précisément parce qu'il a été même s'il n'a pas
il n'a pas parvenu à tout. Il n'a pas été ministre très très longtemps, mais il a bien vu dans quelle voie il fallait aller si on voulait vraiment démocratiser l'accès à l'enseignement secondaire. Après 1945, vous avez en 1946-1947 le plan Langevin-Wallon, qui, dans la même logique, des scientifiques se réunissent, des experts disent voilà, quels moyens on pourrait utiliser pour démocratiser, massifier d'abord, démocratiser ensuite l'accès à l'enseignement secondaire. Ce plan n'a pas eu de résultat immédiat, n'a pas eu d'application immédiate, mais il a été une ligne de conduite que se sont fixés sans le dire ou sans le savoir les ministres qui se sont succédés ensuite. Après, si vous voulez, il y a René Haby. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. On en a parlé, qui a essayé de construire ce collège unique. Je dis essayer parce qu'il connaissait très très bien le système, René Haby, et il avait une idée parfaitement articulée. Mais par la suite, le collège dit unique a trop ressemblé à un petit lycée, uniquement pour ceux qui allaient ensuite au lycée d'enseignement général, et n'a pas permis d'accueillir de façon correcte tous les élèves. Donc on peut... Alain Savary. Alain Savary, c'est peut-être le dernier nom que je vous citerai, parce que lui, il a compris deux choses. Un, qu'il fallait laisser des marges de manœuvre aux équipes locales, tout en ayant un cadre national, bien entendu, mais c'est Alain Savary qui pose l'idée d'un projet d'établissement, pour que les équipes se saisissent de leur marge d'autonomie, de leur marge de manœuvre. Et deuxièmement, il a bien compris aussi qu'on ne parviendrait pas à une égalité des droits si on traitait toutes les écoles, collèges et lycées de la même manière. Et donc on est passé de l'égalité à l'équité. Et c'est lui qui a créé l'éducation prioritaire. En 1981, les premières zones d'éducation prioritaire ont été créées grâce à une circulaire de décembre 1981 d'Alain Savary, qui a permis de donner davantage de moyens à celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Donc ça a été un progrès incontestable, même si 40 ans plus tard, quand on regarde les résultats d'éducation prioritaire, on pourrait dans un premier temps dire c'est pas à la hauteur de ce que qu'on aurait pu attendre. Sauf que là, c'est l'ancien inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis qui vous parle, pour l'avoir vu de près. Il faut juger les choses, toutes choses égales par ailleurs. Dans ce département de la Seine-Saint-Denis que je connais bien, quand les familles qui en ont la possibilité peuvent partir, elles partent, et elles sont immédiatement remplacées par des familles en plus grande difficulté encore. Donc la population en éducation prioritaire en 40 ans a considérablement évolué, donc on ne peut pas comparer parce que c'est pas toujours comparable. Et puis, ça c'est la Cour des comptes qui le dit, on n'a pas mis les moyens en éducation prioritaire, même si c'est une discrimination positive, ce n'est pas une discrimination positive à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. On revient toujours à la même chose. Je vais vous prendre un exemple. Je pense à un collège de Stein, de 500 élèves, que je connais bien. Même s'il a des moyens supplémentaires, même s'il y a des profs supplémentaires, ils ont des CPE en plus, comme vous affectez dans ces établissements des personnels qui sont moins tutélaires, qui sont plus contractuels, ils sont plus jeunes, donc ils sont moins payés. Ça veut dire que la masse salariale de cet établissement, elle est de toute façon inférieure à un établissement de centre-ville de 500 élèves qui a peut-être moins de moyens, mais il y a une masse salariale plus importante parce que les profs sont plus expérimentés, mieux payés parce qu'ils sont plus diplômés. Vous voyez, donc on a un gros effort à faire encore si on voulait vraiment avoir une discrimination positive. On n'est pas encore à la hauteur. Il y a vraiment beaucoup de chantiers sur lesquels il faut travailler, mais ce qui est passionnant avec cette conversation, c'est qu'on se rend compte que l'école n'est pas simplement un mot valise et qu'à l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'endroits de réflexion, en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et j'ai deux dernières questions. Une, vraiment pour parler du goût des Français pour l'école, en tout cas de la création française et du cinéma et des séries françaises pour l'école, parce que c'est l'endroit d'un décor intéressant. Alors pour les arches narratives, peu narratives, pour des personnalités, parce qu'il y a beaucoup de personnes entre le monde des professeurs et le monde des élèves, donc on peut créer des histoires, mais au-delà de ça, j'ai le sentiment vraiment que les Français aiment quand même leur école. Des séries connues comme Sam ou Le Remplaçant sur TF1. Au cinéma, il y a quelques mois, et peut-être qu'il est encore en salle, sortait un film qui s'appelle Petite Nature, sur l'histoire le désir
sortir d'un transfuge, c'est pas encore fait, mais l'enfant a 10 ans et il comprend bien qu'il ne veut pas vivre dans le milieu pauvre dans lequel il est et qu'il n'a pas les codes ni les mots pour pouvoir en sortir. Ce film marche plutôt bien. Alors, 2 dernières questions pour terminer. Pour parler vraiment de création cinématographique et audiovisuelle autour du monde de l'école. C'est un endroit où on peut créer des histoires parce qu'il y a beaucoup de monde qui évolue au sein d'une école. Sur TF1, il y a par exemple Sam ou Le Remplaçant. Au cinéma, récemment, il y a eu Petite Nature. Et puis, un peu plus longtemps que ça, il y a eu Avec brio, première année, qui parlait vraiment de l'apprentissage, de la manière d'apprendre. Et beaucoup, ça me rappelle aussi votre histoire, des histoires de transfuges aussi beaucoup. Donc, on a l'impression que les Français aiment regarder l'école, que les créateurs et les scénaristes aiment l'écrire. Et au regard de ce qu'on s'est dit là pendant une petite heure, on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que le Français attend de son école et espère d'elle, et la façon dont elle est regardée, imaginée par les élites et celles qui la pensent. Les Français aiment leur école et ils ont raison. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a quand même pratiquement 900 000 personnels qui, tous les jours, à chaque minute où ils sont en contact des élèves, font le travail. Je veux dire, et un travail parfois ingrat, parce que c'est un métier qui est difficile, mais les personnels sont à leur poste. Et on voit bien d'ailleurs, de sondage en sondage, que l'appréciation favorable en direction des enseignants de son école, de son collège et de son lycée ne se démente pas, même si on peut avoir plus généralement une opinion sur l'école plus nuancée, parce que cette école française n'est pas encore au sommet de ce qu'elle pourrait faire en matière de réduction des inégalités. Moi, j'ai constaté qu'il y a une pression très très forte, je ne suis pas le seul à constater, il y a une pression très très forte qui s'exerce sur l'école, parce que jamais il n'a été aussi important de réussir à l'école. Surtout dans un pays comme le nôtre, qui donne tellement d'importance au diplôme. C'est-à-dire nous sommes un pays qui ne sait pas non plus donner de l'importance à l'expérience. On peut avoir commencé sans diplôme et puis par son expérience, eh bien, on a montré qu'on avait des capacités formidables. On a un petit peu de difficulté dans notre pays à aller dans cette direction-là. On vaut encore trop par le diplôme qu'on a obtenu à 22, 23 ans. Et là où ça ne va pas, c'est quand certains qui ont ces diplômes à 22, 23, 24 ans estiment qu'ils ont obtenu ce diplôme par leur seul mérite. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas mérité, mais derrière le mérite, derrière la méritocratie, il y a souvent une volonté un peu politique de masquer les inégalités. Donc les Français ont parfaitement raison de croire en leur école et ils doivent la défendre, cette école. Oui, tout à fait. En tout cas, ils la défendent en allant voir à chaque fois des œuvres qui en parlent et ça a toujours un très beau succès. Pour terminer, vous terminez le livre avec les pistes de réflexion, mais surtout une phrase très optimiste sur la conséquence de la réussite. Pouvez-nous les citer? La croissance? Je crois qu'on n'a pas, dans un pays comme le nôtre, on n'a pas d'autre solution que de travailler tous ensemble à une école plus juste et plus égalitaire en droit. Pour au moins 3 raisons. D'abord parce que, alors c'est le président de la République, quand il était ministre des Finances en 2015, qui a fait à Bercy un colloque sur la question des inégalités. Il avait réuni tous les économistes de la planète. Et ils étaient tous arrivés, quelle que soit leur école, leur chapelle d'économie, arrivés à la même conclusion: les inégalités, ça freine la croissance. Donc si on veut que notre pays reste dans la compétition internationale, reste à son niveau, on n'a pas d'autre solution d'aller vers une école plus juste et plus égalitaire également. D'une certaine manière, notre idéal d'une école plus juste rejoint l'intérêt bien compris de notre pays. Et puis il y a une deuxième raison, on ne peut pas impunément, sans difficulté majeure pour notre pays, laisser des parties entières de notre jeunesse avec des scolarités qui sont des suites d'échecs, qui sont des suites d'humiliations. Ça ne peut pas ne pas laisser des traces dans les personnalités. Et donc ça, évidemment, c'est très dangereux dans un pays de laisser une partie de la jeunesse comme ça penser, à tort ou à raison, qu'elle n'a pas eu les mêmes droits que les autres. Et c'est ma troisième raison, si vous voulez, c'est que nous sommes en train de mettre en danger notre pacte républicain.
Parce que celles et ceux qui, à tort ou à raison, encore une fois, peuvent estimer qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, ne vont pas longtemps accepter d'avoir les mêmes devoirs que les autres. Sûr. Et donc c'est notre pacte républicain qui, là, est en danger. Tout est dit, en fait, dès l'article 1er de notre Constitution, qu'avec Vincent Peillon, nous avons mis dans l'article 1er de la Charte de la laïcité. La France, c'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tout est dit là. La France est une république indivisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constituants ont pensé qu'on n'était pas un, on est indivisible, c'est-à-dire on est composé de plusieurs. Et socialement, il y a des classes favorisées, des classes moyennes, des classes défavorisées. Sur le plan religieux, il peut y avoir des différences. Donc il y a des différences, il y a de la diversité. Mais indivisible veut dire aussi que nous, dans notre République française, on ne veut pas que cette diversité éclate en segments indépendants les uns des autres, qui vont s'autonomiser d'une certaine manière. On n'est pas un pays anglo-saxon, on n'est pas communautariste. Il faut le répéter. Donc unité, diversité, c'est ça qu'il y a dans le mot indivisible. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile de tenir les deux. Mais les constituants nous ont donné la recette, nous ont donné la méthode, et dans l'ordre. La République est indivisible, pour qu'elle soit indivisible, pour qu'elle soit en même temps laïque, démocratique et sociale. Voilà, ben, c'est une super façon de terminer notre conversation. Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous d'un sujet tellement important et qu'on n'a pas beaucoup entendu lors de la campagne. Donc voilà, reste à qui sera aux manettes d'entendre ce que vous dites et même de vous demander conseil même. Et Exception consolante, très beau titre avec une jolie ironie qui rappelle et qui raconte votre histoire. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Delahaye, et à très bientôt. C'est un plaisir, merci à vous.